Abordons maintenant les propriétés physiques et chimiques de la matière. Les propriétés de la matière se divisent en deux grandes catégories, donc les propriétés physiques et les propriétés chimiques. Une propriété physique, c'est une propriété qui peut être observée ou mesurée sans que la composition ou la nature de la substance ne soit modifiée. Donc, les changements qui peuvent avoir lieu, tels qu'un changement de phase, ne modifient pas la substance. Il est donc possible de revenir en arrière et de retrouver notre état initial. Vous voyez ici un bloc d'aluminium. À partir de ce bloc, on peut observer ou mesurer plusieurs propriétés physiques. Par exemple, sa couleur, qui est plutôt grise, sa masse, donc on pourrait déposer le bloc sur une balance et obtenir sa masse en grammes, son volume, donc on pourrait mesurer sa longueur, sa largeur, sa hauteur et par la suite obtenir le volume, sont toutes des propriétés physiques. Nous pourrions aussi chauffer le bloc d'aluminium et déterminer à quelle température ce dernier commencera à fondre. En réalité, on obtient sa température de fusion, qui dans ce cas-ci est de 660 degrés Celsius. Notez aussi que la conductibilité électrique ou le caractère acide ou basique d'une substance sont des propriétés physiques qui n'altèrent pas la substance lorsque nous mesurons ses propriétés. Pour sa part, une propriété chimique est une propriété qui peut être mesurée ou observée grâce à une transformation de la substance. Après la transformation, la substance originale n'existe plus comme telle et il n'est pas possible de revenir en arrière. Ces transformations engendrent généralement au moins l'un des 4 signes suivants. Par exemple, un changement de couleur. Dans le cadre de la photo que vous voyez ici, donc il y a formation de rouille sur le métal. Donc la corrosion est une réaction chimique d'oxydation et l'apparition de la couleur rougeâtre est signe qu'une réaction chimique a eu lieu et qu'il est donc impossible de revenir en arrière. Une deuxième caractéristique des propriétés chimiques est souvent un dégagement de gaz. Par exemple, ici, si nous avons une poudre colorée dans laquelle nous versons un liquide, qui est de l'acide chlorhydrique, eh bien, une réaction chimique qui va se former et il y aura formation d'une mousse orangée qui contient un gaz. Donc, ici, il y a un dégagement de gaz dû à la réaction chimique qui s'opère. Une troisième caractéristique observable est le dégagement d'énergie. Par exemple, la combustion produit une flamme, telle qu'on le voit à l'écran, et le tout est dû à une transformation chimique. Il y a aussi un dégagement d'énergie sous forme de chaleur qui est fait. Il faut noter aussi que dans le cadre d'une réaction de combustion, il y a une autre caractéristique observable, qui est le dégagement d'un gaz. Finalement, la dernière caractéristique est la formation d'un précipité. Donc, le mélange de plusieurs substances entraîne parfois l'apparition d'un précipité. Par exemple, lorsqu'on mélange de l'hydroxyde de sodium avec du sulfate de cuivre, donc ici nous avons une solution de sulfate de cuivre et nous versons quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, eh bien on obtient la formation d'un précipité qui est sous forme bleu foncé au fond de notre réservoir. Il est à noter que ce précipité est une nouvelle substance qui n'a pas les mêmes propriétés que les substances de départ. Regardons maintenant un autre exemple. Entre l'été et l'hiver, la longueur d'un rail de chemin de fer varie d'environ 10 cm par 100 mètres. Cette variation correspond-elle à une propriété physique ou chimique de la matière selon vous? Donc, ça fait un petit schéma tout simple. Là. Nous avons une rail qui a une longueur de 100 mètres et il peut arriver, par exemple l'été, que la même rail ait subi une élongation, donc 100 mètres plus l'élongation de 10 cm. Et on cherche à savoir si c'est un phénomène physique ou chimique qui arrive ici. Donc, le phénomène qui survient s'appelle la dilatation thermique. Lorsque la température augmente, donc le cas du bas serait en été où la température est plus élevée par rapport à l'hiver. Donc, lorsque la température augmente, le solide va prendre de l'expansion, c'est-à-dire que son volume va augmenter. Il y a donc élongation de la rail de chemin de fer. On peut se poser comme question s'il est possible de retrouver notre état initial. Eh bien oui, en réalité, lorsque la température diminue, par exemple l'hiver, le rail retrouve sa longueur d'origine. On peut donc en conclure qu'il s'agit d'une propriété physique de la matière, puisque la nature de la substance, le rail dans ce cas-ci, qui est fait en acier, ne sera pas modifiée. Abordons maintenant les propriétés extensives et intensives de la matière.
Une propriété extensive est une propriété qui est proportionnelle à la quantité de matière considérée. On peut donc dire que plus la quantité de matière est importante, plus la valeur de cette propriété sera grande. Par exemple, la masse, le poids, le volume sont des propriétés extensives. C'est donc dire que plus la quantité de matière est grande, plus la masse sera élevée, tout comme le poids et tout comme le volume. Une propriété intensive est une propriété qui ne dépend pas de la quantité de matière considérée. Donc, peu importe la quantité de matière, on est capable de mesurer toujours la même valeur de la propriété. Par exemple, la température, la couleur, le point de fusion sont toutes des propriétés qui ne dépendent pas de la quantité de matière. Donc, petit échantillon ou grand échantillon, ce sera exactement la même valeur. Regardons le tout dans un exemple. La masse volumique est-elle une propriété intensive ou extensive de la matière? Ça revient à se poser la question si la masse volumique dépend de la quantité de matière utilisée ou de la taille de l'échantillon. En réalité, la masse volumique que l'on a trop est un ratio entre la masse et le volume. La masse et le volume, tel qu'on vient de le voir, sont des propriétés extensives. Donc, la masse dépend de la quantité de matière et le volume aussi dépend de la quantité de matière. Donc, nous avons ici un ratio entre deux propriétés extensives. Cependant, si on prend un petit échantillon de notre bocal, donc j'en prends un plus petit échantillon, est-ce que cette substance-là aura la même masse volumique, donc le même ρ, que dans mon bocal original? Eh bien, la réponse est oui. Peu importe la quantité de matière qu'on va prendre, par exemple de l'eau, que vous prenez 1 litre d'eau ou 10 ml d'eau, bien, la masse volumique sera toujours la même. Elle sera toujours de 1 g par millilitre. Ça veut donc dire que la masse volumique est une propriété intensive de la matière. Elle ne dépend donc pas de la quantité de matière. Et ce, même si la masse volumique est obtenue à partir de deux variables extensives que l'on divise, soit la masse et le volume. Il existe trois principaux états de la matière, soit les états gazeux, liquides et solides. La même substance peut exister dans ces trois états selon les conditions de pression et de température de l'environnement. Les molécules à l'état gazeux occupent tout l'espace du contenant. Donc, ils occupent vraiment tout le volume qui est à leur disposition. Les molécules donc à l'état gazeux sont quand même très éloignées les unes des autres et elles se déplacent de façon aléatoire. Donc, elles ont des collisions entre elles ou avec les parois du contenant. Et c'est ce qui permet un changement de direction de la molécule, donc lorsqu'elle subit une collision. Les liquides, pour leur part, ont un volume qui est défini et prennent la forme du contenant dans lequel ils se trouvent. Les molécules à l'état liquide sont très, très rapprochées les unes des autres et ont un déplacement qui est aléatoire, mais beaucoup plus limité que dans le cas des gaz, parce que les différentes molécules à l'état liquide se retiennent entre elles. Les solides ont un volume et une forme définie qui n'est pas fonction du contenant dans lequel ils se trouvent. Les molécules à l'état solide sont très rapprochées les unes des autres et sont immobiles parce qu'elles se retiennent énormément entre elles. À partir des caractéristiques des trois états de la matière, il est possible de s'interroger sur la compressibilité. Selon vous, lequel des trois états est le plus compressible? La réponse réside dans l'espace qui est présent entre les particules, soit des atomes ou des molécules. Plus l'espace sera important, plus il sera possible d'appliquer une pression pour réduire cet espace. Donc, vous avez à l'écran deux systèmes. À gauche, un système gazeux et à droite, un système liquide. Donc, on a du gaz contenu dans un piston à gauche et du liquide contenu dans un piston à droite. Si on applique une certaine pression sur le gaz, eh bien, nous serons en mesure d'abaisser le piston puisqu'il y a énormément d'espace entre les molécules de gaz. On est donc capable de compresser les molécules de gaz. Autrement dit, elles vont s'approcher les unes des autres. Si on effectue la même expérience au niveau des liquides, même si on applique une pression qui est très, très, très élevée, ben, on ne sera pas capable de diminuer la hauteur du piston. Au terme de cette capsule, vous êtes maintenant en mesure d'expliquer la classification de la matière et de distinguer les différentes propriétés de cette même matière, soit les propriétés chimiques, physiques, extensives et intensives.
Finalement, vous êtes en mesure de décrire les principales propriétés des 3 états de la matière. Je vous invite à me suivre dans la prochaine capsule qui portera sur la structure de l'atome.